dans le parfait néant. Avant le temps, avant l'espace, une entité cosmique, attristée par sa solitude, s'est fendue en 7 pierres, dont la 7e était sa propre conscience, cherchant désespérément à retrouver les autres. Et ainsi commence la vraie saga de l'infini. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, restez bien cloués à votre écran, on va parler des vraies origines et des vrais pouvoirs des 8 pierres de l'infini. Comment ça, 8 Ouais, vous m'avez bien entendu. Dans l'univers des comics Marvel, il y a 8 pierres de l'infini, et non 6. Même qu'il y en a plus que ça, mais je vais me concentrer sur les 8 principales. De plus, je vais mettre en lumière à quel point les vraies origines des pierres sont souvent ignorées dans l'univers cinématographique Marvel. En dehors de l'explication rapide de Wong et du collectionneur, le MCU ne nous dit pas grand chose sur chaque pierre individuelle. Genre, d'où elles viennent ou leur pouvoir, tu vois. Mais dans cette vidéo, on va changer tout ça. En plus, je vais vous présenter en détail l'entité cosmique qui est responsable de la création des pierres. Et vous allez voir, c'est fascinant et même grandiose. Chose certaine, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les pierres de l'infini de la même manière. Et surtout, vous aurez une compréhension des origines du multivers bien plus complète et détaillée. Parce que j'ai pris soin d'explorer pour vous les moindres recoins du lore canonique, harmonisant les récits d'Alewing avec ceux de Jim Starlin. Et c'est crucial parce que plein de soi-disant experts du lore vous diront que les origines du multivers de ces deux auteurs se contredisent. Donc, d'après eux, faut se ranger du côté du lore plus récent de Ewing et laisser tomber celui de Starlin et les autres, remontant aux années 90. Et à ça, je réponds que nenni. Absolument pas. Vous allez voir dans cette vidéo que ces deux récits d'origine, qui ont un impact direct sur les pierres de l'infini, sont non seulement compatibles, mais carrément complémentaires, si vous faites attention aux notes de bas de page des comics. Un exercice que j'adore, comme vous le savez tous, mais juste avant d'aller plus loin, comme d'hab, prends 2 secondes pour éclater le pouce bleu avec la puissance du gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de montrer à YouTube que tu kiffes l'univers Marvel et que t'en veux encore plus. Un grand merci d'avance pour ce petit geste. Ça fait toute la diff, crois-moi. Et on vous aime. Bon, alors là fini les blablas, on passe à l'action. Tout d'abord, on ne peut pas parler de l'origine des pierres de l'infini sans comprendre l'origine du cosmos selon le lore Marvel. Et au passage, dans les comics, le mot cosmos fait référence à l'ensemble du multivers Marvel, alors que l'omnivers désigne l'ensemble des réalités fictives, incluant DC, Star Wars, Star Trek et même le Seigneur des Anneaux. Mais bon, concentrons-nous sur notre multivers Marvel, afin d'expliquer l'émergence des pierres de l'infini. Après des décennies de mystères et de théories jamais totalement confirmées, Marvel Comics a enfin révélé les origines du multivers et des Célestes d'un coup. Bien que la cosmologie de Marvel soit fascinante, elle peut être un peu complexe, surtout pour les nouveaux fans. Heureusement, grâce à l'auteur Alewing et à l'artiste Javier Rodriguez, on a désormais un récit cohérent de la manière dont tout a commencé, qui lie les Célestes au multivers d'une manière hyper intéressante. Faut savoir que les Célestes ont été créés par le légendaire Jack Kirby dans les pages de The Eternals numéro 2, 1976. Une vraie révolution à l'époque. Fidèles au style unique de leur créateur, mêlant science-fiction et thèmes religieux, les Célestes sont des dieux de l'espace qui expérimentent sur les créatures primitives de la Terre, créant 2 races distinctes, les éternels, parfaits et immortels, et les déviants, hideux. Le mystère derrière les véritables origines des Célestes faisait partie de leur aura, mais cela n'a pas empêché Marvel de réécrire leur histoire plusieurs fois. Mais ceci dit, la dernière explication nous vient d'Al Ewing, dans les pages d'Ultimates numéro 2, volume 2, où les Célestes sont présentés comme une faction rebelle des aspirants, les premiers êtres créés par le premier firmament, la personnification de la toute première version de l'univers Marvel, le premier cosmos. On dit Alléluia. Ensuite, dans Defenders, Beyond numéro 2, aussi écrit par Al Ewing et dessiné par Javier Rodriguez, tout ce qui est expliqué dans Ultimates est confirmé, avec encore plus de détails croustillants. Comme on les aime. Ouais. Mais bon, alors que les aspirants vénéraient leur créateur, les Célestes, eux, voulaient suivre leurs propres envies et permettre à leur création d'évoluer et de mourir. Ce désir a provoqué la colère du premier firmament, qui ne comprenait pas le concept de changement, et a déclenché la guerre des Célestes, menant à la destruction du premier cosmos et à la naissance du second. La destruction de ce premier univers, où ni le changement ni l'évolution n'existaient, a donné lieu à quelque chose de totalement nouveau. Un multivers de possibilités, où chaque réalité potentielle peut devenir une réalité à part entière. Cette suite d'événements nous mène vers le 6e firmament, duquel est sorti Galant pour devenir le puissant Galactus. Tout ça menant à la création du 7e cosmos, soit le multivers Marvel de tous nos héros et vilains préférés, ainsi que leurs variantes. Et ça nous mène direct dans Secret Wars. Avec ça, Ewing boucle sa reconceptualisation ambitieuse de la cosmologie Marvel,
commencé dans Ultimates et développé dans Defenders et Defenders Beyond. Pendant des décennies, Marvel a exploré plusieurs théories sur les origines des Célestes, mais celle d'Ewing est la seule vraiment canonique, car elle connecte ces créatures puissantes au mythe plus large de la cosmologie Marvel et à sa nature cyclique, effectivement. Mais après, on a une autre version de l'origine de l'univers et par extension des pierres de l'infini. Dans la mini-série classique, Thanos Quest par Jim Starlin et Ron Lim, on nous explique que c'était le résultat de l'auto-immolation du premier être cosmique de la création. Le nom et l'histoire de cette entité nous est révélé plus en détail dans le comic Ultra Force Avenger numéro 1, avec des annotations supplémentaires dans Silver Surfer numéro 45. Maintenant, plein d'experts des comics vont te dire que le lore d'Ewing est le seul canonique, et qu'il faut laisser tomber l'histoire d'origine de Starlin. Mais là je suis carrément et totalement en désaccord, et c'est selon moi un manque de compréhension des comics. Parce que si tu analyses bien le lore, tu réalises qu'Ewing et Starlin te racontent deux histoires complémentaires. En fait, tandis qu'Ewing nous donne l'origine du multivers au sens général, Starlin nous raconte plutôt l'origine précise des pierres, dans l'univers spécifique du 616, au sein du multivers. Tu piges ? Non, pas vraiment. Bon, j'imagine que ça devient un peu compliqué tout ça. Ouais, pas mal, mec. Alors, pour que tout soit bien clair, d'abord, je vais t'expliquer la version de Starlin et de l'Ultraverse sur la création des pierres. Ensuite, on va relier ça au premier firmament dans la version d'Ewing. Ok, let's go. Tout commence avec Thanos Quest, une mini-série publiée en 1991. On y apprend que les pierres étaient autrefois une seule et même entité cosmique. Imaginez un être si puissant qu'il englobe toute l'existence. Dans Ultra Force Avengers numéro 1, on nous donne une description encore plus détaillée de cette entité primordiale, appelée Némésis. À la base, Némésis était le seul être dans toute l'existence. En mode solo, cette entité cosmique a pris une partie d'elle-même et lui a donné vie. Mais, comme elle ne connaissait ni le bien ni le mal, elle n'a pas vraiment créé des trucs tout gentils. Et du coup, ses créations sont devenues malveillantes. Et d'après Silver Surfer numéro 45, Némésis, écœurée par sa création, a tout détruit. Au final, fatiguée de sa solitude, elle a décidé de s'éteindre, créant ainsi les gemmes de l'infini et une bonne partie de la réalité. Mais sa mort a aussi ramené à la vie ses créations, une horde de démons bien vénères. Parmi eux, des êtres très importants pour l'univers Marvel, comme Mephisto et Ketone. Mais on va pas se lancer dans l'origine des démons Marvel, et pour le mieux, parce que là, on va partir trop loin dans un autre délire. Bon, on continue. Dans Ultra Force Avengers numéro 1, qui est un événement fusionnant l'univers des comics Ultraverse avec celui de l'univers Marvel principal. Tout ça nous est révélé en détail, tu vois. Surtout sur la nature de l'entité Némésis. Mais ça, on en reparlera plus tard quand on causera de la pierre de Lego. Cela dit, maintenant qu'on a ce contexte, voyons comment Némésis, la première entité à l'origine des pierres, se distingue du premier firmament, dont la destruction après la guerre des Célestes a mené à la création du second firmament, qui est en fait le multivers. Vous voyez, la personnification du premier firmament est en quelque sorte le grand-père de Némésis. Ouais, c'est logique. Némésis, dont la conscience est liée à l'entité responsable des 7 pierres, avec la 8e qui arrive plus tard, est essentiellement la manifestation d'un seul des univers émanant du grand multivers. En gros, si le premier firmament représente l'incarnation du multivers au complet, par extension logique, Némésis est pour sa part l'incarnation d'un seul univers à la fois. La preuve, c'est que les pierres ne fonctionnent que dans leur propre univers. Elles ne marchent pas ailleurs, et on nous le montre clairement dans la série Loki. Oh, et parlant de Loki, grâce à lui, on apprend qu'un vestige du premier firmament existe toujours, séparé du multivers par ce qui s'appelle la fosse de la création. C'est l'endroit où certains célestes gardent un grand stock de pierres de l'infini qu'ils distribuent au reste du multivers. Et au fond de cette fosse existe une frontière entre toutes les réalités et le premier firmament. Mais c'est pas tout. Cette barrière peut seulement être franchie en utilisant les pierres de l'infini. Donc avec cet autre lien entre le lore de Starlin et Ewing, on voit que les deux récits ne se contredisent pas du tout. Au contraire, ils se complètent. Mais à deux échelles différentes, tu vois. Bref, j'espère que tu n'as pas trop galéré à suivre tout ça. Mais bon, c'est souvent le délire avec les comics, c'est toujours un peu la prise de tête pour tout comprendre. Et ça, on n'y échappe pas. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on aime ça. Alors, cela étant dit, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. L'origine individuelle de chacune des 8 pierres de l'infini. Et on commence avec la pierre du pouvoir. Alors, la première fois qu'on a vu la pierre de pouvoir, c'était dans les comics Marvel Team Up, numéro 55, en 1976. C'est Bill Mantlo qui l'a écrite et John Byrne qui s'est chargé des dessins. À ce moment-là, personne ne savait encore vraiment ce que cette pierre cachait comme potentiel de malade. Bon, la pierre de pouvoir, pour ceux qui ne le savent pas, était entre les mains de l'étranger. C'est un scientifique, mais genre ultra bizarre et un peu sans scrupules.
Il a été l'un des premiers à capter que les pierres de l'infini faisaient partie d'un ensemble. Tu vois, il a commencé à chercher les autres, mais heureusement, Adam Warlock et le jardinier l'ont stoppé net dans sa quête, sinon il aurait tout raflé. Mais bon, pas de bol pour lui. Thanos a fini par lui piquer la pierre du pouvoir, et comme son nom l'indique, cette pierre permet à son utilisateur de puiser dans une puissance quasi infinie. On parle d'une grosse batterie sans fin. Tu vois un peu le délire? Elle amplifie les super pouvoirs que t'as déjà et te rend carrément invincible avec une force et une endurance sans limite. Mais attends, c'est pas fini. La pierre de pouvoir permet aussi d'accéder à toutes les sources d'énergie existantes ou à venir. Un peu comme je le disais tantôt, tu vois. C'est une batterie infinie pour n'importe quelle machine. Plutôt pratique, non? Alors, parlons maintenant de la pierre de l'espace. Elle fait sa première apparition dans Avengers Annual numéro 7 en 1977. Et ouais, encore une fois, c'est Jim Starlin qui est derrière l'histoire. Le grand maître des pierres dans les comics. La pierre de l'espace, à l'époque, était entre les mains d'un extraterrestre nommé Siambor, qui la gardait bien au chaud sur un satellite prison. Mais comme toujours, il a fallu que Thanos pointe le bout de son nez et lui pique la pierre. Thanos ne s'est pas arrêté là d'ailleurs. Il a combiné la pierre de l'espace avec 3 autres pierres qu'il avait déjà en poche. Avec toutes ces belles gemmes en sa possession, il a fait un truc qu'on verra jamais dans le MCU. Thanos a tenté de créer une pierre synthétique géante. Son plan, eh bien c'est simple, rien de moins que détruire toutes les étoiles de l'univers. Mais bon, heureusement pour nous, les Avengers ont capté son petit manège et ont réussi à détruire la pierre synthétique à temps. Mais cette idée d'une pierre synthétique va inspirer la création d'une 8e pierre par Thanos. On verra ça tantôt. Maintenant, pour ce qui est des pouvoirs de la pierre de l'espace, on parle d'un truc de fou. Elle permet à son utilisateur de contrôler l'espace dans sa totalité. Tu veux téléporter quelque chose ou quelqu'un n'importe où en un claquement de doigts. La pierre de l'espace peut faire ça. Elle te permet aussi de créer des trous noirs ou même de manipuler la gravité à ta guise. Mais attends, c'est pas tout. Cette pierre va encore plus loin, avec une gamme de nouveaux pouvoirs. Elle donne un contrôle absolu sur l'espace au point où tu peux littéralement te retrouver à plusieurs endroits en même temps. Et si tu pousses le pouvoir à son maximum, tu pourrais même être partout dans l'univers à la fois. Donc c'est du très lourd, y a pas de doute. J'achète. Elle peut aussi altérer l'espace entre les objets, au point de carrément briser les lois de la physique. Rien que ça. Bon, après la pierre de l'espace, passons à la pierre du temps. Comme pour celle du pouvoir. On la découvre pour la première fois dans Marvel Team Up numéro 55, mais sans trop de détails spécifiques. Alors, fun fact, dans le livre Official Handbook of the Marvel Universe, on nous révèle qu'à l'époque, toutes les gemmes étaient connues sous le nom du gemme de l'âme. Jusqu'à leur pleine manifestation dans les comics, dans le lore plus récent, le premier à avoir mis la main sur la pierre du temps dans l'univers Marvel, c'est un gars nommé le jardinier, aussi connu sous le nom d'Ord Zion's, dont on a parlé tantôt si tu te souviens. Donc non, ce n'est pas le sorcier suprême, non, pas du tout. Ce qui est drôle, c'est qu'il ne semblait même pas trop savoir ce qu'il avait entre les mains. Lui, il voulait juste faire pousser ses plantes tranquillou avec la pierre du temps pour créer son jardin parfait. Mais bon, évidemment, avec une pierre aussi puissante, ça ne pouvait pas rester calme bien longtemps. Bien évidemment, c'est là que Thanos entre en scène. Dans le comic Thanos Quest, dont je n'arrête pas de vous parler, Thanos débarque avec la pierre de pouvoir déjà en sa possession, et sans trop d'efforts, il dérobe la pierre du temps au jardinier. Et voilà, encore une pierre pour son gant, trop facile. Maintenant, parlons un peu des pouvoirs de cette pierre de malade. La pierre du temps te donne un contrôle total sur le temps. Sans blague. Ok, on continue. Alors, plus sérieusement... Déjà, la capacité la plus basique qu'elle offre, c'est la précognition, c'est-à-dire que tu peux voir ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Et ça, c'est déjà super pratique. Mais attends, il y a encore mieux. La pierre du temps permet aussi d'accélérer ou de ralentir le vieillissement des gens ou des objets. Tu peux littéralement rajeunir ou vieillir n'importe qui ou n'importe quoi en un clin d'œil. Et si t'es vraiment du genre sadique, genre vraiment Master Evil, bah devine quoi. Quoi ? Tu pourrais même piéger des planètes entières dans des boucles temporelles sans fin. Imagine ça. Vivre le même moment encore et encore, sans jamais pouvoir en sortir. C'est flippant, non ? Après la pierre du temps, on continue avec la pierre de réalité. Et elle aussi, elle a fait sa première apparition dans Avengers Annual numéro 7. Mais cette fois-ci, Thanos a dû se battre pour mettre la main sur ce trésor cosmique. C'est un alien nommé Siambor qui détenait cette pierre sur un satellite prison. Mais faut savoir que cette pierre, elle est beaucoup plus puissante et complexe que celle qu'on voit dans les films du MCU. Voici ce qu'on apprend dans le comic Infinity Countdown, Captain Marvel numéro 1. Après la destruction et la renaissance des gemmes de l'infini, les pouvoirs de la pierre de réalité ont changé. Désormais,
Elle permet à son détenteur de se connecter au multivers tout entier, d'observer d'autres réalités et de communiquer avec les autres porteurs de la pierre de réalité dans différents univers. Mais il y a un autre truc encore plus ouf! Comme les pierres de l'infini forment un circuit intégral et sont complémentaires l'une à l'autre, en gros, selon le comic Infinity Wars numéro 5, si t'as la pierre du temps, tu peux mieux exploiter la pierre de réalité. Trop cool, mec! Alors, parlons des capacités de la pierre de réalité. Si la pierre du temps est l'une des plus puissantes, la pierre de réalité n'est pas loin derrière. Elle peut littéralement réécrire toute chose en existence. Avec cette pierre, tu peux ressusciter les morts, ou même altérer la perception des gens au point de les rendre fous. La réalité devient un jouet entre tes mains. Au sommet de sa puissance, la pierre de réalité permet de créer des univers alternatifs entiers, ou de modifier la réalité sur une échelle universelle. Et elle a aussi une influence sur la prochaine pierre. Et maintenant, passons à la pierre de l'âme. Celle-ci a fait son entrée dans Marvel Première numéro 1 en 1972 et elle est fortement associée au personnage d'Adam Warlock. C'est une pierre assez particulière, avec un petit côté dark et lugubre, comme on l'a vu dans le film Infinity War. Au début, la gemme de l'âme appartenait au maître de l'évolution. Il l'a offerte à Adam Warlock pour qu'il l'aide à sauver le monde de la contre-terre. Mais ce bon vieux Adam a rapidement compris à quel point la pierre de l'âme pouvait être à la fois puissante et dangereuse. Il a même fini par être absorbé dans la pierre pendant un long moment. Pendant ce temps, la pierre a parcouru un long chemin, passant des mains du jardinier à celles de l'entre-deux, qui bosse pour mettre ordre et seigneur chaos. Mais finalement, Thanos lui a volé la pierre dans Thanos Quest. Ce qui rend la pierre de l'âme unique, c'est qu'elle est consciente, du moins beaucoup plus que les autres. Ouais, elle a sa propre identité, et elle désire activement consommer les âmes. Elle a la capacité de plonger au cœur des âmes des gens et de voir la vérité sur leur vie. Et ce n'est pas tout. La pierre de l'âme peut aussi emprisonner les âmes dans une dimension alternative appelée le monde de l'âme. C'est là que se trouvent Gamora et Thanos à la fin d'Infinity War, après le fameux snap du Titan fou. Là-dedans, l'utilisateur peut accéder aux souvenirs et aux compétences de ceux qui y sont piégés. Et une fois combiné avec la pierre de réalité, son potentiel est infini. Bon, allez, on continue. On arrive à la pierre de l'esprit. Elle a fait sa première apparition dans Captain Marvel numéro 41 en 1975. Et devinez quoi? Dans les comics, Vision n'a jamais porté cette pierre. C'est pas possible, mec. Non, pas du tout. La pierre de l'esprit était cachée sur la planète Deneb 4. Un complot tordu, orchestré par l'intelligence suprême Kree, a manipulé mentalement la population de Deneb 4 pour déterrer la pierre. Une fois révélée, la pierre de l'esprit a presque déclenché une guerre sanglante sur la planète. Bien sûr, Thanos n'était jamais loin. Il a trouvé la pierre et l'a prise pour lui. C'était d'ailleurs la première fois qu'il utilisait cette pierre, dans le cadre de son plan pour anéantir toutes les étoiles de l'univers. Maintenant, tu te dis peut-être, la pierre de l'esprit, ça doit être super puissant, non? Et bizarrement, c'est probablement la moins impressionnante de toutes. Bien sûr, elle peut renforcer les capacités mentales d'une personne, augmenter son intelligence ou lui donner des pouvoirs de télépathie et de télékinésie. C'est pas mal. Mais comparé au pouvoir des pierres de la réalité, du temps ou du pouvoir, c'est un peu léger. Donc on va passer tout de suite à une prochaine pierre, encore moins puissante, mais très dangereuse. Ah, la gemme de Lego. Celle-ci est un peu moins connue. Elle a fait sa première apparition dans Eliminator numéro 3, en 1995 grâce à Hank Canals, Roland Mann et Mike Zeck. La gemme de Lego fait partie de ses pierres secrètes. Ce qui la rend si unique, c'est qu'elle représente l'ego et la conscience de l'entité cosmique primaire, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Contrairement aux autres pierres, elle ne semble pas posséder de véritable pouvoir. Au lieu de ça, elle altère les désirs de celui qui la porte, transformant ses ambitions pour qu'elles servent les intérêts de la gemme elle-même. Mais contrairement aux 6 pierres de l'univers Marvel principal, soit l'univers 616, la pierre de Lego se trouve dans un univers appelé l'Ultraverse. En fait, l'Ultraverse était une série créée par Malibu Comics en 1993, durant le boom des comics au début des années 1990. Elle a introduit un univers partagé de personnages super-humains, appelés les Ultras. Cependant, avec la baisse des ventes de comics, Marvel Comics a racheté Malibu en 1994, apparemment pour sa technologie de coloration avancée. Suite à cette acquisition, Marvel a rapidement fondu l'Ultraverse avec le reste de l'univers Marvel. Donc au final, toute l'histoire de Nemesis et la pierre de Lego dans le comics Ultra Force Avengers numéro 1, c'était juste une façon très cool de mettre fin à l'Ultraverse. Et rien de plus. Parce qu'à la fin du comics, leur univers est complètement rebooté à neuf, tu vois. Néanmoins, le lore généré par cette transaction contribue à l'ensemble du récit des pierres, et à mon avis, l'histoire est plutôt cool. Yeah! En gros, la gemme de Lego est retrouvée dans l'Ultraverse. Et suite à un affrontement entre Cersei et Loki,
qui impliquait une manipulation des 6 autres pierres, celles-ci ont été aspirées de leur propre univers Marvel à celui de l'Ultraverse. Un vrai coup de théâtre marvelien, quoi. De là étant, on apprend que l'ensemble des 7 pierres sont en réalité les fragments d'un seul, et même être primordial, qui s'est autodétruit dans un acte de désespoir, dispersant ses pouvoirs dans les 7 gemmes. Mais une fois réunies, les pierres ont ressuscité Némésis, qui voulait recréer l'univers à son image. Faut savoir que Némésis est une version affaiblie et un peu détraquée de l'être primordial présent au début de l'univers. Le comics nous explique même que Némésis n'est pas exactement l'entité elle-même, mais plutôt un système d'opération visant à anthropomorphiser l'ensemble des pierres en un seul être, capable de créer des univers. C'est un peu relou comme explication, mais je vous jure, c'est tiré droit des comics. La pierre de Lego, c'est comme un programme informatique à l'échelle cosmique. En gros, avec Lego, toutes les pierres s'unissent pour se transformer en une meuf super badass qui va foutre le bordel et menacer l'anéantissement des 2 univers, le 616 et l'Ultraverse. Son plan ? Remodeler ces 2 réalités comme une déesse vengeresse, bien décidée à corriger ce qu'elle considérait comme des torts. Mais les héros de ces 2 mondes n'allaient pas se laisser faire. Dans Ultra Force Avengers numéro 1, on assiste à une bataille épique où même les pierres elles-mêmes, influencées par leurs propres voix intérieures, soit celles de leurs précédents porteurs, se retournent contre Némésis, incapable de contrôler ce qu'elle avait autrefois créé. C'est finalement Dane Whitman, alias le Chevalier Noir, qui porte le coup fatal. Son épée fracasse la couronne de Némésis, dispersant une fois de plus les pierres et détruisant la gemme de Lego pour de bon. Avec cette victoire, la conscience de Némésis est fragmentée entre les autres pierres, chacune désormais libre de retrouver son propre hôte. Mais les pierres allaient bientôt avoir une 8e sœur plus maléfique. Enfin, pour clore cette saga des pierres, on parle de la pierre de la mort. C'est la plus récente des pierres de l'infini, et elle a fait son entrée dans Thanos numéro 4, en 2024, grâce à Christopher Cantwell et Luca Pizzari. Donc c'est un tout nouveau bébé dans l'univers Marvel. Et le plus fou à propos de cette 8e pierre, c'est qu'elle est carrément une création de Thanos lui-même. Son obsession pour la mort n'est plus un secret, et après un nouvel échec dans sa relation avec Lady Death, Thanos a décidé de la piéger à l'intérieur d'une nouvelle pierre, la pierre de la mort. Avec ce pouvoir en main, il pouvait littéralement contrôler la mort. Il avait le pouvoir de tuer instantanément ou, à l'inverse, d'accorder l'immortalité et une immunité totale à la mort. Le seul hic, Thanos ne peut pas utiliser la pierre de la mort. Lorsqu'il a tenté de devenir l'hôte vivant de la pierre, il a été rejeté. À la place, c'est Phil Coulson, ancien agent du SHIELD, qui a été choisi par la pierre. Coulson a été ressuscité et est devenu l'incarnation vivante de la pierre de la mort. On ne connaît pas encore tous les pouvoirs de cette pierre, mais une chose est sûre, si Thanos met la main dessus un jour, ce sera sans doute l'une des pierres les plus dangereuses qu'il aura jamais possédées. Maintenant vous savez tout sur les origines des pierres de l'infini et leurs pouvoirs. Mais dites-moi, laquelle de ces pierres vous intrigue le plus? Et si vous pouviez en utiliser une seule, laquelle choisiriez-vous? Oh, et avant de partir, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, qu'attendez-vous si c'est pas déjà fait? Éclatez-moi ce pouce bleu si vous avez kiffé! Merci à vous les vilains geeks, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers Marvel. Ciao les amis!